Et si je te disais que certaines des plus grandes stratèges militaires et politiques de l'histoire africaine étaient des femmes? Pas seulement des figures symboliques, pas seulement des reines de cérémonie, mais de véritables dirigeantes capables de négocier avec des empires, de mener des armées et de redéfinir le destin de leur peuple. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire trop peu racontée, celle des reines stratèges d'Afrique centrale. Quand on parle de pouvoir en Afrique précoloniale, on imagine souvent des rois, des chefs, des guerriers. Pourtant, dans plusieurs sociétés d'Afrique centrale, les femmes occupaient des positions d'autorité bien réelles, et pas dans l'ombre, au cœur même du pouvoir. L'une des figures les plus marquantes, c'est Zinga Bandé. Au XVIIe siècle, alors que les Portugais cherchent à étendre leur contrôle sur la région de l'actuel Angola, Zinga ne se contente pas de résister. Elle joue sur tous les tableaux. Diplomatie, alliance, guerre, stratégie psychologique. Lors d'une célèbre rencontre avec les représentants portugais, on refuse de lui donner un siège, une manière de l'humilier, de la placer en position d'infériorité. Sa réponse, elle demande à l'une de ses servantes de s'agenouiller et s'assoit sur son dos pour être à la même hauteur que ses interlocuteurs. Ce n'est pas un détail, c'est un message. Elle comprend parfaitement les codes du pouvoir et sait comment les retourner. Mais Nzinga ne se limite pas à des symboles. Elle restructure son armée, utilise des tactiques de guérilla, forge des alliances avec d'autres groupes, y compris des ennemis d'hier. Elle adopte même certaines pratiques européennes quand ça sert ses intérêts. Ce pragmatisme, c'est la marque des grands stratèges. Savoir s'adapter plutôt que rester figé. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans le royaume Congo, une autre figure émerge, Kimpavita. Au début du XVIIIe siècle, le royaume est déchiré par des conflits internes et fragilisé par les influences extérieures. Kimpavita, souvent présentée comme une prophétesse, est aussi une stratège politique. Elle comprend que pour réunifier le royaume, il faut plus qu'une armée. Il faut une idée commune, une vision. Elle réinterprète le christianisme déjà introduit dans la région pour l'adapter au contexte local en faisant de Saint Antoine une figure centrale. Son mouvement attire des milliers de partisans. Ce qu'elle construit, ce n'est pas juste une croyance, c'est un projet politique déguisé en mouvement spirituel. Mais comme souvent avec les figures qui dérangent l'ordre établi, sa montée en puissance inquiète. Elle sera finalement capturée et exécutée. Son histoire montre une autre forme de stratégie, celle de l'influence, de la mobilisation, de la narration. Avant de continuer, si tu aimes ce contenu et que tu souhaites en découvrir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur la plateforme d'Iba World. Plus à l'est, dans la région des Grands Lacs, les structures de pouvoir incluaient aussi des figures féminines influentes. Dans certains royaumes, les reines-mères jouaient un rôle clé dans les décisions politiques, les successions et même les alliances. Elles n'étaient pas toujours visibles sur le champ de bataille, mais elles influençaient directement ce qu'il s'y passait. Parce que la stratégie, ce n'est pas seulement diriger une armée, c'est comprendre les dynamiques de pouvoir, anticiper, manipuler les équilibres, construire des alliances. Et sur ce terrain-là, ces femmes excellaient. Alors, pourquoi leurs noms sont-ils si peu connus aujourd'hui? Encore une fois, une partie de la réponse se trouve dans la manière dont l'histoire a été écrite. Beaucoup de récits ont été produits par des observateurs extérieurs, souvent focalisés sur des figures masculines ou interprétant des structures africaines à travers des prismes européens. Résultat, une invisibilisation progressive de ces figures féminines. Mais les choses changent. Aujourd'hui, historiens, chercheurs et créateurs de contenu redonnent de la visibilité à ces reines, ces leaders, ces stratèges. Pas pour les idéaliser, mais pour rééquilibrer le récit. Parce que comprendre leur rôle, c'est aussi comprendre la complexité des sociétés africaines précoloniales. Des sociétés où le pouvoir pouvait être partagé, négocié, incarné de différentes manières. Et surtout, des sociétés où le leadership féminin n'était pas une exception, mais une réalité. Ce qui rend ces figures encore plus fascinantes, c'est leur modernité, leur capacité à naviguer dans des contextes instables, à gérer des pressions extérieures, à utiliser à la fois la force, la diplomatie et l'image. Des qualités qu'on associe aujourd'hui aux grands leaders contemporains. Alors, la prochaine fois qu'on te parle de stratégie, de guerre, de politique, ne pense pas seulement aux figures classiques qu'on te présente souvent. Pense aussi à Nzinga qui négociait avec des colonisateurs tout en préparant la guerre, à Kimpavita qui utilisait la foi comme levier politique, à toutes ces femmes dont les noms ont été effacés, mais dont l'impact, lui, reste bien réel. Parce que l'histoire de l'Afrique centrale ne s'est pas écrite uniquement avec des rois, elle s'est aussi écrite avec des reines. Et pas n'importe lesquelles, des reines stratèges. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.